On est beaucoup à penser que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui peut être une occasion exceptionnelle d'expérimentation, donc de révolution, de penser autrement et de sortir donc d'une certaine normalisation, d'une certaine répétition. Nous sommes allés le voir un petit matin, dans sa maison à Villejuif, tout près de Paris. Lui, c'est Jean-Marc Bichat. Passionné par les enjeux sociaux, cet architecte est aujourd'hui confronté aux conséquences, sur son métier et sur son travail, de la crise climatique. Une révolution qui doit, nous dit-il, changer nos regards et nos pratiques professionnelles, comme il l'explique aux étudiants qu'il forme à son métier. Cet entretien est le premier d'une nouvelle thématique que nous abordons pour le Microsocial, le podcast de Lefebvre Dalloz sur le travail et le droit du travail. Jean-Marc Bichat, donc je suis architecte et enseignant, donc maître de conférence à l'école d'architecture Paris-Val-de-Seine. Voilà, et en tant qu'architecte, je suis indépendant, je suis co-gérant d'une société d'architecture basée à Paris et qui travaille un peu dans toute la France. Je pense que pour les étudiants, la question sociale est passée au second plan de la question environnementale. Je peux vous dire que les étudiants sont quand même effectivement, il y a une génération d'étudiants qui est un peu tétanisée par cette situation et qui est assez bizarrement dans une époque où on parle du commun, où on se dit qu'on va se serrer les coudes pour changer le monde, sont beaucoup plus, je trouve, par rapport à notre génération, dans une situation de repli. Mais aussi de repli individuel, mais aussi, je pense, par l'inquiétude qu'ils ont de cette situation quasiment depuis leur naissance. Et donc, pour le métier d'architecte, et encore plus pour le métier d'enseignant, la révolution climatique, c'est effectivement un grand changement. Par exemple, pour les villes, on a toujours pensé qu'on pouvait s'étaler, on pouvait s'étendre, on pouvait se développer, qu'il n'y avait pas de problème. Et aujourd'hui, évidemment, on se dit, non, il faut arrêter de s'étendre. Donc ça veut dire que le modèle de transformation des territoires qui existe depuis un siècle, avec l'accélération, effectivement, de la démographie, et on va dire l'époque des villes, est en train de passer d'un système extensif à un système intensif. Et donc ça change complètement la manière d'aborder la chose. On est beaucoup à penser que c'est une révolution, comme la révolution technique. C'est vrai que dans les années 20, les années 30, il y a eu ce qu'on peut appeler l'élan moderne. On a amélioré les conditions de vie des hommes, notamment dans l'Occident. Il y a eu une espèce de révolution qui a changé l'habitat, qui a changé les villes, qui a changé la manière d'aborder le développement. Nous, on pense que on est beaucoup à penser que ce qui est en train d'arriver aujourd'hui peut être une occasion exceptionnelle d'expérimentation, donc de révolution, de penser autrement et de sortir donc d'une certaine normalisation, d'une certaine répétition, ce qui est quand même, je pense, en tout cas pour le métier d'enseignant, parce que le monde professionnel est quand même dur, pour le métier d'enseignant, voilà, des perspectives extraordinaires. On ne peut plus, par exemple, ne s'intéresser qu'à l'espace. On est obligé de s'intéresser à la construction et on est obligé de s'intéresser aux matériaux. On est obligé de s'intéresser à ce qu'on appelle un peu communément le déjà là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas dans un endroit où on fait tabula rasa et on fabrique son propre système. Aujourd'hui, on transforme, on adapte. On est plutôt dans, presque pas une marche arrière, mais en tout cas dans des prospectives qui sont de retrouver le sol, de retrouver l'eau, de retrouver la terre, de retrouver la nature, etc. On associe très facilement l'architecte avec son ingénieur qui bâtit son immeuble, sa tour, je sais pas. Bon, moi j'ai toujours travaillé avec des paysagistes, j'ai toujours travaillé avec des géographes, j'ai toujours travaillé avec des programmistes. Dans les écoles d'architecture, je crois que ça fait partie quand même des écoles qui ont toujours revendiqué de ne pas être spécialisé, c'est-à-dire il y a encore de la philosophie, il y a encore des sciences sociales, etc. etc. Il y a encore, évidemment, il y a les arts plastiques, mais si vous voulez, c'est vrai qu'on est obligé d'aborder le monde différemment, donc on ne peut pas l'aborder uniquement avec la discipline architecturale. Le contenu pédagogique, il s'adapte aujourd'hui, il court toujours derrière, on court toujours derrière, même si on court devant par rapport au monde professionnel, ça c'est clair. Son adaptation, c'est le changement de paradigme, c'est-à-dire effectivement, c'est le nouveau régime climatique qui impose le fait qu'on ne domine plus la nature, on ne va plus construire des nouvelles constructions, même si on va encore en faire un peu, mais grosso modo, ce qu'on estime, c'est que 80% de la production, ce sera la transformation. Donc on enseigne aux étudiants pas simplement de fabriquer des villes extensives, des nouveaux bâtiments, on doit apprendre aux étudiants à transformer ce qui existe.
L'architecte a perdu, et moi j'en suis désespéré, a perdu son rôle de constructeur. C'est l'architecte en France est beaucoup un concepteur, c'est celui qui dessine, c'est celui qui compose, qui met en place, mais il a perdu beaucoup le chantier. On espère que la révolution climatique, qui automatiquement remet au cœur l'art de bâtir, qui va automatiquement imposer de nouveaux systèmes de production, on pense, même si probablement que ce sera les anciens qui vont s'adapter et qui vont gagner, peut restaurer, on l'espère, cette nécessité d'une articulation très forte de l'architecte avec ses co-traitants. Un architecte, il fait des villes, il s'intéresse au territoire. Le métier d'architecte, c'est quand même d'abord l'extension du domaine de l'architecture. C'est-à-dire que ça touche à peu près à tout. Et on pense que c'est très important parce qu'effectivement, sur la question climatique, par exemple, si vous n'agissez pas à l'échelle territoriale, si vous n'agissez pas sur le local, si vous n'agissez pas sur la mobilité, si vous, voilà, en fait, on peut continuer à faire des cabanes en paille ou en bois, qui est la technique un peu colibri, si vous voulez, mais le résultat, il sera très faible. Par contre, si vous pouvez agir sur des systèmes plus larges, évidemment, l'impact est très fort. C'est un peu ma position, en tout cas théorique, avec mes étudiants. Aujourd'hui, nous, on a envie d'agir sur ce que j'appelle les territoires, enfin, c'est pas moi qui l'appelle, c'est un grand architecte qui a le Grand Prix d'urbanisme, les territoires lucifères. Donc, les territoires de Lucifer, c'est les zones d'activité, les zones commerciales, tous ces grands systèmes urbains, modernes, presque industriels, qui ont tout imperméabilisé, qui ont produit des zones, qui sont finalement très obsolescents parce que c'est, on voit bien le commerce a changé, click-collect, Internet, etc., le retour à la ville. Et donc, probablement que ces territoires de Lucifer sont des territoires d'avenir. Dès l'instant où on ne peut plus agir sur des territoires naturels, ou bien on n'accueille plus personne, on se ferme. Vous voyez l'actualité actuellement avec l'immigration. Donc je pense que c'est un énorme sujet. Ou bien on continue à être accueillant, y compris pour nous-mêmes, c'est-à-dire à accepter que le monde vit, on n'est pas sous cloche. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir loger les gens. Et donc dans ce cas-là, comme on ne peut plus s'étendre, on est obligé d'agir soit en densification de ce qui existe, ma maison devrait devenir un immeuble par exemple, soit s'intéresser à tous ces territoires qui ont été zonés, qui ont dézingué une grande partie du territoire. Et en fait, sur lequel il y a un gisement extraordinaire pour aussi restaurer le retour à l'eau, le retour à la terre, le retour à la biodiversité. Il y a depuis longtemps une double pensée dans l'architecture, celle que la technique, dans ses innovations, va régler les questions écologiques ou d'autres questions, et celle, effectivement, qui est un peu différente, qui est se dire que c'est pas la technique, c'est surtout la manière dont on va aborder la question, et parfois avec beaucoup de sobriété. Ça ne veut pas forcément dire les décroissances, même si c'est une question qui se pose, pour intervenir. Moi, je suis de plus en plus suspect sur l'idée que la technique va régler la question, parce que c'est comme ça qu'on raisonne depuis le rapport Meadows, depuis 30 ans, c'est comme ça qu'on raisonne. Alors, ceci étant, la recherche est très utile. Je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'on imagine ne plus avoir de fenêtres dans nos maisons ? Alors qu'on sait que le verre est quasiment le matériau le plus émissif de carbone dans sa production. Voilà, donc il faudrait trouver une solution pour fabriquer du verre, en tout cas quelque chose qui nous permet d'avoir encore un rapport à la lumière, la géographie, le soleil, pour pas s'enterrer sous terre et grosso modo disparaître. Voilà. Et ça, c'est vrai que la recherche, on l'espère, va pouvoir nous aider. Un grand merci à Jean-Marc Bichat pour son accueil chaleureux et pour ses analyses partagées dans ce micro-social, le podcast de Lefebvre Dalloz sur le travail et le droit du travail. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouvel entretien sur les conséquences de la crise climatique sur les métiers et le travail.